Imaginez une femme dont le visage a illuminé des millions d'écrans, dont le nom évoque instantanément l'élégance intemporelle, le désir brûlant et la grandeur absolue du cinéma français des années 60. Pendant plus de 5 décennies, Michel Mercier a incarné le rêve inaccessible, Angélique, marquise des anges, cette héroïne indomptable qui a conquis l'Europe entière, rempli les salles obscures et fait battre des cœurs à travers le monde. Aux yeux du grand public, elle vivait la vie que tout le monde envie. Palace, voyages incessants, fortune colossale, robe somptueuse, applaudissements éternels. Le luxe semblait couler dans ses veines comme une évidence, comme une récompense divine pour une beauté et un talent hors norme. Mais en 2025, alors qu'elle approche de ses 87 printemps, une vérité bien plus cruelle et poignante émerge des ombres. Derrière le mythe scintillant se cache une existence marquée par l'exploitation, les trahisons dévastatrices, les pertes financières abyssales, la maladie, l'isolement volontaire et une quête acharnée de paix intérieure. Que reste-t-il vraiment du luxe quand les caméras s'éteignent, quand les contrats abusifs ont vidé les poches, quand l'amour s'est transformé en piège mortel? Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble, sans filtre et sans complaisance, dans la réalité cachée de Michel Mercier en 2025. Nous déconstruirons une à une les illusions qui entourent son nom, les maisons de rêve qui n'existent pas, les flottes de voitures de luxe qui n'ont jamais roulé pour elle, la fortune supposée immense qui s'est évaporée dans les griffes d'un escroc sans scrupules. Nous explorons comment le rôle de sa vie, celui qui l'a rendue immortelle, l'a paradoxalement enfermée dans une prison dorée dont elle n'a jamais vraiment profité financièrement. Cette vidéo n'est pas seulement un hommage. C'est une plongée abyssale dans ce que signifie réellement le luxe quand tout le reste a été arraché. La liberté de disparaître, la dignité retrouvée dans la simplicité, la sérénité conquise au prix d'une vie entière de combat. Une histoire qui fait mal, qui émeut, qui inspire et qui questionne profondément. Le vrai luxe, est-ce l'opulence visible ou la paix invisible après la tempête? Si vous êtes prêt à découvrir la face cachée d'une légende, restez jusqu'au bout. Et dites-moi dès maintenant en commentaire, pensez-vous que Michel Mercier a finalement trouvé le luxe authentique? Likez si ce mystère vous intrigue, partagez pour réveiller les souvenirs d'Angélique chez vos proches, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune révélation sur les vies brisées derrière les légendes du cinéma. Allons-y, le voyage commence maintenant. La déconstruction du mythe, l'illusion de la richesse et le piège d'Angélique. Plongeons sans tarder au cœur de la légende. Pendant plus de 60 ans, le nom de Michel Mercier a été synonyme d'un glamour absolu, d'une opulence supposée inébranlable. Dans l'imaginaire collectif, Angélique n'était pas seulement un rôle. C'était une promesse de fortune éternelle, de châteaux, de bijoux, de vie fastueuse transmise de génération en génération. On imaginait Michel Mercier, même en 2025 à 2026, entouré d'un empire invisible bâti sur les 5 films qui ont conquis le monde entier entre 1964 et 1968. Les salles combles, les records au box-office français et européen, les rediffusions incessantes à la télévision, les éditions DVD, les posters vendus par millions, tout cela devait forcément se traduire par une sécurité financière à toute épreuve, non? Et pourtant, la réalité est d'une cruauté presque shakespearienne. Dès le début, la structure même de l'industrie cinématographique des années 60 jouait contre les acteurs et particulièrement contre les actrices. Michel Mercier n'était pas une star hollywoodienne avec des contrats en point de pourcentage massif sur les recettes mondiales. Elle était une jeune femme talentueuse, danseuse de formation, qui a décroché le rôle de sa vie presque par hasard, lors d'une audition où elle arrivait en concurrente modeste face à des noms plus établis. Pour chaque film de la saga Angélique, 5 opus au total, Angélique marquise des anges, 1964, Merveilleuse Angélique, 1965, Angélique et le roi, 1966, Indomptable Angélique, 1967, et Angélique et le sultan, 1968. Elle touchait un cachet fixe de 50 000 francs français par film. Oui, vous avez bien lu, 50 000 francs. À l'époque, cela représentait une somme confortable pour une actrice émergente, mais ridiculement faible au regard des milliards de francs, en valeur actuelle ajustée, que ces films ont généré pour les producteurs, les distributeurs, les exploitants de salles et les diffuseurs ultérieurs. Ajoutez à cela des pourcentages minuscules, souvent inférieurs à 1%, sur les rediffusions télévisées, les VHS puis DVD des années 80 à 2000 et les droits de streaming plus récents. Au total, pour l'ensemble de la saga qui a défini sa carrière et l'a rendue immortelle, Michel Mercier a perçu environ 250 000 francs cumulés sur plusieurs décennies. Convertis en euros d'aujourd'hui, cela représente à peine quelques centaines de milliers d'euros, une somme qui, pour une icône mondiale, équivaut à une misère relative quand on pense aux fortunes colossales amassées par les producteurs, comme Claude Barma ou les sociétés derrière la Gaumont et les coproductions italo-françaises. Elle-même l'a résumé avec une lucidité tranchante dans des interviews tardives. C'était le rôle de ma vie, mais il ne m'a pas enrichi.
Ces mots résonnent comme un cri étouffé face à l'injustice. Pendant que les films continuaient de tourner en boucle sur les chaînes du monde entier, engrangeant des revenus passifs pour d'autres, Michel Mercier voyait ses royalties rester symboliques, presque insultantes. L'image d'Angélique produisait une valeur culturelle immense, un capital symbolique inestimable. Mais ce capital ne se convertissait jamais en richesse personnelle durable pour celle qui l'incarnait. Ce déséquilibre a nourri l'un des mythes les plus tenaces du cinéma français. À mesure que les années passaient, que les nouvelles générations redécouvraient la saga via YouTube, Netflix ou les soirées nostalgie, l'idée s'est imposée. Michel Mercier doit être riche, très riche. On fantasmait sur des propriétés à Saint-Tropez, des comptes en Suisse, des investissements juteux issus des droits d'image. Et ce fantasme a explosé de manière spectaculaire fin 2024, début 2025, quand des articles sensationnalistes, souvent relayés par des sites douteux ou des chaînes People, ont proclamé qu'elle était devenue l'une des actrices les mieux payées au monde, avec des dizaines de millions d'euros de revenus annuels grâce à des partenariats luxe, des royalties massives et même des entreprises commerciales portant son nom. En quelques heures, ces affirmations ont été démenties officiellement. Pas d'empire caché, pas de retour triomphal à l'opulence. Juste une rumeur de plus, propagée à la vitesse de l'algorithme, prouvant à quel point il est facile de substituer le mythe à la réalité quand il s'agit d'une figure légendaire. Michel Mercier n'a jamais contrôlé pleinement la valeur marchande de son image. Les producteurs, les agents, les diffuseurs ont toujours eu le dessus. Même après Angélique, ces tentatives de diversification, films internationaux, ambitions de production, passage au théâtre n'ont jamais généré la stabilité espérée. Et puis il y a eu les relations personnelles, ces chapitres sombres qui ont achevé de fragiliser ce qu'elle avait préservé. Confiance accordée à des hommes qui promettaient amour et sécurité, mais qui ont fini par abuser d'elle financièrement. La plus dévastatrice est survenue tardivement, vers la fin des années 1990, un compagnon qui a falsifié des signatures, détourné des centaines de milliers d'euros, vidé des comptes. Conséquences immédiates, vente forcée de tableaux de maître, de meubles anciens, de bijoux familiaux et même de certains costumes originaux d'Angélique conservés comme souvenirs. Elle a avoué publiquement, la voix brisée. Elle était ruinée. En 2025 à 2026, le luxe associé à Michel Mercier n'est donc plus dans les chiffres, les comptes offshore ou les titres exagérés. Il réside ailleurs, dans une liberté arrachée de haute lutte, la liberté vis-à-vis de l'illusion, la distance sereine face au spectacle, le retrait délibéré d'une industrie qu'il a dévorée pendant des décennies. Comprendre sa vie aujourd'hui, c'est accepter que ce qui brille de loin cache souvent des pertes abyssales, des compromis douloureux, une résilience forgée dans le feu. Cette partie n'est que le début du voyage. Nous avons déconstruit le socle financier du mythe. Dans les parties suivantes, nous explorons les maisons, ou plutôt l'absence de palais, les voitures, du mouvement incessant à l'immobilité choisie, la fortune réelle en 2026, et bien plus encore. Les maisons de l'errance infinie à la simplicité choisie de Cannes. Quand on prononce le nom de Michel Mercier en 2026, beaucoup de gens ferment les yeux et imaginent immédiatement un décor de carte postale luxueuse, une villa blanche perchée sur les hauteurs de Cannes avec vue imprenable sur la Croisette, une résidence secondaire à Saint-Tropez entourée de pins parasols, peut-être un appartement haussmannien à Paris pour les rares escapades, et pourquoi pas une petite maison de campagne en Provence pour les week-ends loin des flashs. C'est l'image que le mythe projette automatiquement. Une vie parsemée de propriétés somptueuses, comme si la gloire d'Angélique avait automatiquement ouvert les portes des plus beaux biens immobiliers d'Europe. La réalité, en ce début d'année 2026, est à la fois plus sobre, plus touchante et infiniment plus révélatrice sur ce que signifie vraiment le luxe quand on a tout traversé. Michel Mercier ne possède pas plusieurs résidences. Elle n'a plus de portefeuille mobilier. Elle vit dans une seule maison, à Cannes, depuis de nombreuses années maintenant, un lieu discret, presque invisible aux regards indiscrets, loin des quartiers les plus tapables sans grave l'œil de la ville. Ce n'est pas une villa de star avec piscine à débordement, gare privée et portail électrique monumental. C'est une demeure modeste en apparence, confortable sans ostentation, choisie précisément pour son calme et son anonymat relatif. Pour comprendre pourquoi ce choix est si significatif, il faut remonter le fil de sa vie géographique, une véritable odyssée marquée par l'instabilité chronique. Né à Nice le 1er janvier 1939, Michel Mercier grandit sous le soleil méditerranéen dans une famille modeste mais aimante. Très tôt, la danse l'emporte. Elle intègre l'Opéra de Nice, puis Paris, où elle devient ballerine professionnelle. Mais c'est le cinéma qui va la propulser dans un tourbillon incessant de déménagements. Dès les années 1960, avec le succès fulgurant d'Angélique, sa vie devient nomade par obligation. Tournage à Rome,
où une grande partie de la saga est tournée en coproduction italienne, séjour prolongé à Paris pour les doublages et les promotions, passages éclairs à Genève pour des raisons personnelles, tentatives infructueuses à Hollywood dans les années 1970 pour percer outre-Atlantique. Chaque ville représentait une promesse. Rome pour relancer une carrière internationale, Paris pour retrouver le cœur du cinéma français, Genève pour une vie plus paisible auprès d'un compagnon de l'époque, Los Angeles pour échapper enfin à l'étiquette angélique qui la collait comme une seconde peau. Mais ces promesses se transformaient presque systématiquement en déception. Les rôles s'amenuisaient, les contrats ne suivaient pas, les relations personnelles s'effritaient, et à chaque fois, il fallait repartir, vendre, louer, déménager. L'errance n'était pas un caprice, c'était une survie. Cette instabilité a duré des décennies. Dans les années 1980 à 1990, alors que sa carrière ralentissait drastiquement, les déménagements devenaient de plus en plus douloureux financièrement. Vendre pour payer des dettes, louer pour survivre, puis parfois revendre ce qu'on avait acheté dans l'espoir d'un nouveau départ. Et puis vint la trahison financière majeure, celle qui a tout précipité. À la fin des années 1990, un homme en qui elle avait placé une confiance absolue, un compagnon de longue date, a abusé de sa signature, détourné des fonds, vidé des comptes. Résultat, vente forcée de presque tout ce qu'elle possédait encore en termes de biens tangibles. Tableaux de valeur, certains hérités ou achetés aux plus belles périodes, meubles anciens, bijoux offerts par des admirateurs ou gagnés au fil des années, et même certains costumes originaux d'Angélique qu'elle avait conservés comme des reliques personnelles. Elle n'a gardé que l'essentiel. C'est dans ce contexte de dépouillement quasi total que Cannes est devenu son refuge définitif. Pas par hasard, pas par snobisme mondain. Cannes, c'est la ville voisine de Nice, sa ville natale. Le soleil est le même, la mer est à 2 pas, le climat est clément pour une femme qui, avec l'âge, a connu de graves problèmes de santé, fractures multiples, hospitalisation à répétition, longue rééducation. Mais surtout, Cannes représente la fin de l'errance. Plus besoin de courir après un rôle, un homme, une illusion de stabilité. Ici, elle est chez elle, vraiment chez elle, depuis plus de 20 ans. Elle l'a dit elle-même dans une rare confidence accordée à un journaliste local il y a quelques années. Je suis né avec bonheur à Nice et je vis désormais avec bonheur à Cannes. Le soleil est mon témoin. Pas de lyrisme exagéré, pas de description d'un palace. Juste cette phrase simple, presque enfantine, qui dit tout. Le bonheur n'est plus dans l'accumulation, mais dans la permanence. Sa maison cannoise n'est pas ouverte au public. Très peu de photos existent. Quelques rares paparazzis ont tenté leur chance au fil des ans, mais elle a toujours su rester invisible. Pas d'apparition sur la croisette, pas de selfies avec des fans, pas d'invitation acceptée au gala du Festival de Cannes même quand on l'honorait. En 2024, elle a reçu l'Ordre des Arts et des Lettres puis la Légion d'honneur, 2 des plus hautes distinctions culturelles françaises, et n'a pas fait le déplacement pour les cérémonies officielles à Paris. Elle a préféré une remise discrète, presque familiale, à Cannes même. Cette discrétion n'est pas de la froideur. C'est une armure patiemment forgée après des décennies d'exposition forcée. Être jugée, désirée, fantasmée, incomprise, exploitée par l'image, tout cela l'a épuisée. La vie privée est devenue son bien le plus précieux qu'une villa de 500 mètres carrés avec vue sur la baie. Vivre dans une seule maison, sans voisins trop curieux, sans personnel domestique visible, sans besoin d'entretenir plusieurs propriétés. Voilà le luxe qu'elle s'est offert à elle-même. Et paradoxalement, c'est dans cette simplicité que la ville de Cannes l'a honorée à plusieurs reprises. Une exposition majeure sur sa carrière a été organisée à l'Espace Miramar en 2024 à 2025. Photos d'archives, affiches originales, extraits de films, costumes reconstitués, témoignages. L'exposition n'avait pas pour but de la ramener sur le devant de la scène, mais de raconter son histoire selon ses propres termes, sans sensationnalisme. Elle n'y est pas apparue publiquement, ou très peu, et pourtant l'hommage a existé pleinement. Cela dit beaucoup, on peut être célébré sans être consumé à nouveau. Aujourd'hui, en 2026, la maison de Michel Mercier à Cannes n'est pas un trophée immobilier. C'est ce qui reste quand tout le reste a été emporté par la vie. C'est le lieu où elle lit, se repose, regarde la mer au loin, reçoit parfois des proches de confiance. C'est le lieu où elle a enfin arrêté de fuir. Et dans cette immobilité choisie, dans cet ancrage volontaire après tant d'années ballottées par les vents de la célébrité, réside une forme de richesse que l'argent ne peut pas acheter. La permanence, la sécurité émotionnelle, l'appartenance sans condition. Le luxe, ici, n'est pas dans les mètres carrés ou la valeur vénale. Il est dans le silence protecteur d'une maison unique, dans le fait de pouvoir dire « je suis chez moi », sans arrière-pensée, sans crainte du lendemain. Les voitures et le mouvement, de l'ostentation, nomade à l'immobilité libératrice. Au sommet de sa gloire,
Dans les années 1960 et 1970, Michel Mercier incarnait le mouvement perpétuel. Elle traversait l'Europe comme une comète, Rome pour les tournages extérieurs d'Angélique, Paris pour les avant-premières fastueuses au Grand Rex ou à l'Olympia, Nice pour retrouver ses racines, Genève pour des escapades amoureuses, et même des tentatives à Los Angeles où l'on rêvait encore d'un grand comeback hollywoodien. Chaque déplacement était une performance en soi. Les photographes guettaient son arrivée aux aéroports, les journalistes notaient la marque de la voiture qui l'attendait, souvent une Mercedes ou une Citroën DS noire et luisante, symbole de l'élégance française à l'époque. Les limousines avec chauffeur pour les festivals, les cabriolets décapotables pour les promenades sur la Côte d'Azur, les trains de nuit luxueux reliant Paris à Rome. Le mouvement n'était pas seulement un moyen de transport. C'était une extension visible de sa réussite, une mise en scène permanente du succès. Dans l'imaginaire collectif de l'époque, une star devait bouger, être vue en train d'arriver quelque part, partir vers ailleurs, toujours en mouvement, toujours désirée. Les voitures n'étaient pas de simples véhicules, elles étaient des accessoires de Star System. On imaginait Michel Mercier au volant d'une Alfa Romeo décapotable rouge sur les routes sinueuses de la Riviera, cheveux au vent, lunettes de soleil oversize, cigarette élégante entre les doigts, une image tirée directement des magazines People de l'époque. Et pourtant, même à ce moment-là, cette ostentation n'était jamais vraiment la sienne. Elle n'a jamais collectionné les voitures de luxe comme d'autres stars, Alain Delon avec ses Ferrari, Brigitte Bardot avec ses cabriolets américains. Elle n'a jamais posé fièrement devant une Rolls-Royce ou une Jaguar pour les photographes. Le glamour venait des costumes somptueux d'Angélique, des lumières de studio, des affiches géantes, pas d'un garage rempli de bolides. Avec le temps, ce mouvement incessant s'est transformé en fardeau. Chaque déménagement, et ils furent nombreux, portait un coût émotionnel et financier exorbitant. Fuir l'ombre écrasante d'Angélique après la saga, tenter de se réinventer dans des films italiens ou allemands, suivre un compagnon qui promettait une vie stable ailleurs, reconstruire après une rupture douloureuse. Chaque fois, il fallait emballer, vendre, louer, repartir. Les années 1980 et 1990 ont accentué cette fatigue. Moins de rôles, moins d'argent, plus de solitude. Le mouvement n'était plus synonyme de liberté, il devenait synonyme d'épuisement, de déracinement, d'instabilité chronique. La trahison financière de la fin des années 1990 a été le point de rupture. Après avoir perdu une grande partie de ses biens, y compris des objets sentimentaux, Michel Mercier a compris que courir ne menait nulle part. Les déplacements coûteux, billets d'avion, location de voitures, hôtels, devenaient insoutenables. Et puis la santé a commencé à imposer sa loi. À partir des années 2000, elle a subi plusieurs accidents et problèmes physiques graves. Fracture du bassin, du fémur, des chutes liées à l'âge et à la fatigue accumulée, hospitalisation prolongée, rééducation interminable. Marcher devient difficile, conduire devient risqué, voyager devient une épreuve. Le corps, qui avait dansé à l'Opéra de Nice, porté des robes lourdes sur les plateaux, couru dans les décors grandioses d'Angélique, dit stop. La mobilité se réduit naturellement. Sortir de chez soi devient une décision pesée, pas une envie spontanée. C'est dans ce contexte que s'opère la grande bascule du mouvement à l'immobilité choisie. En s'installant durablement à Cannes, Michel Mercier abandonne volontairement le rythme effréné du passé. Plus de courses aux aéroports, plus de trajets interminables pour des castings incertains, plus de valises qui s'empilent. La voiture qu'elle utilise aujourd'hui, si elle en utilise une, est un véhicule ordinaire, fonctionnel, sans marque ostentatoire. Pas de chauffeur en livrée, pas de berline allemande aux vitres teintées, pas de partenariat avec une marque de luxe. Rien qui puisse attirer l'œil. L'absence totale de spectacle autour de la mobilité est un choix assumé, presque militant. Elle n'a plus besoin d'être vue en train d'arriver. Sa présence ne se mesure plus aux kilomètres parcourus, aux aéroports traversés, aux photos volées sur la route. En 2026, cette immobilité n'est pas une contrainte subie, elle est devenue une forme de sécurité profonde. Rester à Cannes, dans sa maison discrète, c'est se protéger du bruit, des attentes, des regards. C'est refuser que le mouvement, autrefois symbole de gloire, devienne un rappel constant de ce qui a été perdu. Les rares fois où elle doit se déplacer, pour une visite médicale, pour voir un proche de confiance, c'est fait avec une économie de moyens. Une petite voiture pratique, conduite par elle-même quand c'est possible, ou par quelqu'un de très proche. Pas de luxe apparent, pas de mise en scène. Juste la nécessité. Cette transformation raconte une vérité plus large sur sa vie actuelle. Tout ce qui faisait autrefois le sel de la célébrité, la vitesse, la visibilité, l'agitation permanente, a été délibérément laissé derrière. Ce qui subsiste est un monde contenu, maîtrisé, privé. Les voitures ne prolongent plus une identité publique.
Elles sont redevenues de simples outils, utilisés avec parcimonie, sans fierté ni honte. L'immobilité, pour Michel Mercier, est synonyme de contrôle retrouvé. Après des décennies à être ballottée par les caprices de l'industrie, les promesses des hommes, les exigences du public, elle a choisi de ne plus bouger. Et dans ce non-mouvement, elle a trouvé une paix que le mouvement le plus luxueux n'aurait jamais pu lui offrir. Imaginez, une femme qui a traversé l'Europe en tous sens, qui a posé le pied sur des tapis rouges du monde entier, qui a été applaudie à Rome, Paris, Berlin, qui a fui et cherché sans cesse, et qui, aujourd'hui, trouve son plus grand luxe dans le fait de rester. Rester assise face à la mer, rester dans son salon avec un livre, rester vivante sans avoir à prouver quoi que ce soit. Ce passage du mouvement à l'immobilité n'est pas une défaite. C'est une victoire silencieuse, une réappropriation totale de son temps et de son espace. Le luxe, dans cette partie de sa vie, n'est pas dans la cylindrée, la marque ou la vitesse. Il est dans le droit de ne plus partir, dans le silence d'une route qu'on ne prend plus, dans la certitude que demain, on sera exactement au même endroit, en sécurité, chez soi. Après avoir été emporté par tant de tempêtes, Michel Mercier a enfin jeté l'ancre. Et cette encre-là pèse plus lourd que n'importe quelle voiture de collection. Sa vie nous pose une question qui résonne bien au-delà du cinéma. Qu'est-ce que le vrai luxe pour vous? Est-ce l'argent qui s'accumule, les possessions qui s'entassent, les likes qui s'enchaînent? Ou est-ce la capacité, après toutes les batailles, de fermer la porte, de respirer profondément et de se dire « Je suis enfin chez moi, et personne ne peut plus me prendre ça ?» Michel Mercier nous montre que parfois, le plus grand des richesses, c'est ce qu'on a réussi à garder quand tout le reste a disparu, soi-même intact, en paix. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si l'histoire de Michel Mercier vous a touché, si elle vous a fait réfléchir à votre propre définition du luxe, dites-le moi dans les commentaires. Partagez avec moi. Pour vous, le vrai luxe, c'est quoi? La richesse visible ou la paix intérieure? Si cette vidéo vous a plu, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche pour ne manquer aucune histoire vraie derrière les légendes du cinéma et partagez-la autour de vous. Peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre qu'on peut survivre, se reconstruire et même trouver la paix après la tempête. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans une vie extraordinaire. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais, parfois, le plus beau des joyaux, c'est le silence qu'on s'offre à soi-même.